Asset Management. Grégory, qu'est-ce qui fait l'actualité chez vous ce matin? Et on peut redire un mot peut-être de cette fin de séance et ce renversement assez impressionnant de Wall Street hier soir après la publication des minutes. Les choses sont en train de rentrer dans l'ordre, semble-t-il. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ça rentre dans l'ordre, mais en même temps, on a introduit une nouvelle dimension à la discussion par rapport à la Fed. Vous savez que quand on parle de la Fed, on parle de hausse des taux tout le temps. Maintenant, on met à côté de la hausse des taux l'autre événement à venir, alors à venir à la fin de l'année ou l'année prochaine, qui va être le début de la réduction de la balance sheet, donc de toutes ces obligations, que ce soit des obligations d'État, treasuries ou privées, qui vont donc commencer à être mise en effet. Cette réduction, c'est pas franchement encore un problème. Ça pourrait le devenir parce que là, la grande question, si la Fed commence à réduire ses investissements, ça veut dire qui vont être les acheteurs finaux et surtout qui vont être les acheteurs finaux pour ce qu'on appelle les MBS, c'est-à-dire Mortgage Backed Securities, c'est-à-dire tous les prêts qui ont été sécurisés, mais qui sont des prêts de l'immobilier, qui ne sont pas des prêts d'État. Donc c'est une nouvelle donne qui va commencer, pas aujourd'hui, d'ici la fin de l'année. Et hier, je pense que pendant quelques minutes, ça a mis un peu de chahut sur les marchés, alors qu'on sait très bien que la Fed va être extrêmement prudente avant de commencer dans une nouvelle direction. Bon, mais ça veut dire qu'elle s'assurera qu'elle trouvera de nouveaux acheteurs, des acheteurs finaux pour ces titres privés, voilà, ces titres immobiliers privés, titrisés, pour les obligations d'État également. Enfin, je veux dire, ils émettent des dizaines de milliards de dollars chaque semaine ou tous les 15 jours, le Trésor américain. Voilà, s'il y a une partie qui n'est pas rachetée par la Fed, il va falloir trouver de nouveaux acheteurs. On voit plutôt que les acheteurs souverains, les autres États ont tendance à réduire un petit peu la voilure en ce moment en matière d'achat de treasuries. Est-ce qu'on trouvera facilement des acheteurs naturels sur le marché pour ce genre d'obligations, Grégory? Oui, disons la première chose que va faire la Fed, c'est de ne pas réinvestir les obligations qu'elle détient quand elles arrivent à échéance. Donc ça enlève un peu de liquidité au marché, mais ça met pas de pression vendeuse sur le marché. Vous me posez la question, est-ce qu'on va trouver des acheteurs? Il faut toujours voir là le différentiel des taux d'intérêt, et c'est évident que pour le moment les taux d'intérêt américains pour des acheteurs moyens ou long terme sont beaucoup plus intéressants au niveau du rendement que les taux européens. Donc tant que ces taux d'intérêt continuent à monter un peu et sont à des niveaux intéressants, je ne pense pas qu'il y aura de problème pour résorber les nouvelles émissions qui viendront sur le marché et pour supporter cette liquidité qui était apportée par la Fed et qui va petit à petit se retirer. Bon, mais c'est pas, c'était Chuck Prince, ça nous rappelle des souvenirs d'avant la crise des subprimes. C'était le patron de Citigroup qui avait eu cette métaphore. Voilà, tant que la musique continue en termes de liquidité, il faut continuer de danser. Et puis un jour, la musique ralentit, la musique commence à s'arrêter, et là, il faut quitter la piste de danse. Enfin, c'est cette histoire-là qui est devant nous, c'est cette histoire-là que les marchés ont en tête aujourd'hui, même si voilà, tout va bien pour l'instant, Grégory. Mais est-ce que c'est comme ça que le marché va réfléchir, ou en tout cas va réagir par rapport à ce scénario de la gestion du bilan de la Fed? Je dirais pas encore. Pourquoi pas encore? C'est-à-dire que tout ce qu'on discute en ce moment, hausse des taux, diminution de la balance sheet de la Fed, c'est basé sur quoi? C'est basé sur une accélération de l'inflation, et cette accélération de l'inflation viendra si l'économie arrive quand même à prendre un peu une vitesse supérieure aux États-Unis. Et pour que cette vitesse supérieure arrive, il faudra quand même que les plans économiques de Donald Trump commencent à être d'abord adoptés, articulés, adoptés, mis en place et avoir des effets. Donc c'est tellement une musique d'avenir quand on parle de 2018 que si vous êtes aujourd'hui un investisseur en obligataire, vous pouvez faire les deux paris. Vous pouvez faire le pari que l'inflation va accélérer et que les taux vont monter, mais vous pouvez aussi dire, en fait, si jamais les réformes économiques aux États-Unis échouent, 2018, ça sera peut-être une récession aux États-Unis. Qui le sait? Et comme on le sait pas, disons, et comme en fait c'est un pari binaire, ça explique que les mouvements soient très ténus, soient très ténus sur les marchés obligataires. À Wall Street, le conseiller économique spécial de Donald Trump, Gary Cohn, semble-t-il, a envie de revenir sur la régulation bancaire et réintroduire ce qu'on a connu sous le nom du Glass-Steagall Act. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pourquoi semble-t-il vouloir revenir sur cette idée-là?
Bah, vous me connaissez, moi je suis toujours un peu cynique. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est le Glass-Steagall Act? C'est tout simplement la séparation des activités entre la banque de détail, donc la banque de réseau, qui prête de l'argent à ses clients pour acheter des maisons ou pour investir dans les entreprises, et qui se base sur donc les dépôts de ses clients, et de l'autre côté la banque d'investissement qui donc est sur les marchés financiers, s'occupe d'émettre des produits dérivés, d'opérations de M&A, etc. Pourquoi je dis que je suis cynique? Mais imaginez qui profiterait en fait de cette séparation de nouveau de la banque de réseau, de la banque d'investissement. Je vois deux compagnies qui en profiteraient énormément, mais en fait surtout une, c'est Goldman Sachs. Pourquoi? C'est parce que Goldman Sachs, c'est une banque d'investissement, c'est pas une banque de réseau. Donc le contraire, c'est que un Citibank, un Bank of America sont à la fois une banque pour le grand public et une banque d'investissement. En séparant ces activités, les concurrents de Goldman Sachs, en gros, s'affaibliraient beaucoup au niveau de leur banque d'investissement, et ça renverserait et ça renforcerait beaucoup le rôle déjà dominant de Goldman Sachs. Donc c'est un peu une boutade de ma part, mais je dirais à défaut du contraire, ce projet de Cohn, qui est un ancien évidemment voilà, directeur, hein, il était au top de Goldman Sachs il y a encore 2 mois, hein, il faut le rappeler. Il faut quand même se dire qu'on n'est pas dans une situation d'urgence, que même la crise de 2008, on n'a pas pu prouver que c'est le fait que Glass-Steagall Act avait été abandonné 10 ans avant, hein, en 99, qui avait contribué à la crise. Ça n'a jamais été prouvé. Donc reparler de ça maintenant, ça me semble peut-être un tout petit peu plaider pour sa chapelle de la part de Cohn. On peut s'attendre à tout de toute façon quand on voit ce qui est en train de se passer tous les jours aux États-Unis. Bon, un dernier mot, Grégory, ce qui va faire l'actualité évidemment sur les prochaines heures, pendant les prochaines heures et les prochains jours, l'arrivée de Xi Jinping donc en Floride tout à l'heure. Il va être reçu dans la résidence de Donald Trump, sa résidence personnelle à Mar-a-Lago. Dîner prévu ce soir, réunion de travail demain, conférence de presse des deux hommes. Qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on attend de cette rencontre aux États-Unis et du côté de Wall Street? Ce qu'on entend, c'est qu'en fait les Chinois ont préparé avec énormément de soin de cette rencontre, puisqu'ils savent que le commerce avec la Chine et surtout l'accusation que Donald Trump a portée contre la Chine de manipuler sa monnaie et d'avoir des concurrences déloyales au niveau commercial, ça va être en tête des discussions. Ce que je pense, c'est qu'en fait les Chinois vont donner une sorte de cadeau ou de gage à Donald Trump pour qu'il sorte de cette conférence en montrant qu'il a gagné quelque chose. Ça, c'est une bonne négociation. Ils vont sûrement céder un peu de terrain au niveau commercial. Par contre, le sous-jacent, c'est les discussions vis-à-vis de la Corée du Nord. Et là, ça se complique beaucoup, puisque d'un certain côté, les Américains aimeraient que la Chine arrête ses contacts économiques avec la Corée du Nord, ce qui est hors de question pour les Chinois. Et puis le troisième point, évidemment, c'est les fameuses îles qui sont dans le Pacifique. Et là, de nouveau, c'est une question militaire sur laquelle les Chinois ne vont pas reculer. Donc, on peut imaginer les Chinois qui lâchent du lest pour que Donald Trump ne perde pas du tout la face. Ça serait tout à fait intelligent de la part des Chinois. Mais de l'autre côté, quand même, des difficultés pour arriver à un discours commun au niveau et de la Corée du Nord et des îles litigieuses. Bon, et la Corée du Nord, hein, qui s'est rappelé plusieurs fois au bon souvenir des États-Unis, notamment avec 5 tirs de missiles quand même depuis le début de l'année, dont un encore tout récemment, il y a à peine 48 heures. Et réaction à nouveau de la Corée du Nord via son ambassadeur cité par l'agence Interfax. La Corée du Nord réagira de manière impitoyable si les États-Unis la provoquent. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre attendue.